Il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda. Au Nord Kivu, la consolidation du contrôle administratif du M23 leur a permis d'établir leur contrôle absolu sur la production de coltan. Les violations en cours en matière de droits humains en RDC nous préoccupent grandement. Nous sommes vraiment désolés. Les discours de haine. Qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? C'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La nouvelle génération, aussi bien des journalistes que même des politiques et acteurs sociaux, devait suivre et se référer. Omeli boni no esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes.
Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du 3e plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le Premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le Premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Viktor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale: l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir 3 piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement
insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques, cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le Premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux parties. Au Nord Kivu, la consolidation du contrôle administratif du M23 sur les territoires de Masisi et de Rutshuru dans le Nord Kivu leur a permis d'établir leur contrôle absolu sur la production de coltan. Le commerce depuis la zone de Rubaya, dont on estime qu'il fournit près de 15% de la production de tantale mondiale, génère, estime-t-on, $300 000 de revenus par mois pour les groupes armés. Cela est profondément préoccupant et doit cesser. Le blanchiment criminel des ressources naturelles de la RDC, trafiquées vers l'extérieur du pays, renforce les groupes armés, permettant de faire perdurer l'exploitation des populations civiles, dont un certain nombre sont réduites de facto en esclavage. Cela porte atteinte aux efforts d'établissement de la paix. À moins que des sanctions internationales ne soient imposées à ceux qui bénéficient de ce commerce criminel, la paix continuera à nous échapper et les civils continueront à souffrir. En même temps, des efforts visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles et leur exploitation, en développant la transparence et la traçabilité de la production minérale, sont essentiels pour progresser dans la stabilisation de l'Est de la RDC. J'encourage le gouvernement à investir dans la transformation locale de produits minéraux. Nous constatons que les stratégies actuellement employées doivent correspondre à un engagement profond de traiter les causes profondes des problèmes en RDC. Les violations en cours en matière de droits humains en RDC nous préoccupent grandement. Plus de 60% des violations sont attribuées à des acteurs étatiques au sein de la RDC, et cela inclut des forces militaires et statutaires. Il semble surprenant qu'il y ait peu de condamnations à cet égard dans le rapport et au sein de ce Conseil. Cette tendance, malheureusement, n'a rien de nouveau. Cela fait des années que cela dure. Madame la Présidente, nous ne pouvons ignorer la menace posée par le fait d'intégrer armées forcées et financées par de financer la milice génocidaire FDLR par les forces du RDC, groupe qui a été responsable du génocide contre les Tutsis au Rwanda. De plus, la simple absence de FDLR dans ce rapport est alarmante, surtout si on compare cela aux mentions des ADF et du M23, mentionnées 2 fois plus souvent. Le rapport continue à ignorer assez largement les liens entre les forces en question et cela constitue une menace régionale et une menace directe pour le Rwanda. Cela a déjà été mentionné au sein de ce Conseil. La MONUSCO et le Conseil de sécurité ne parviennent pas à répondre comme il se doit à ces menaces et cela pose sérieusement question. Existe-t-il un véritable engagement pour la paix et la stabilité dans la région? Ce manque d'action en témoigne également l'absence frappante de déclarations de préoccupation de la part de membres du Conseil concernant le refus récent de la RDC d'approuver un plan de mutualisation du travail sur les FDLR. Ce plan, dois-je ajouter, était approuvé en collaboration avec des experts de l'Angola et du Rwanda. Il est très préoccupant que le gouvernement de la RDC refuse toujours de s'engager à cela pour défendre la stabilité régionale. Et la communauté internationale ne réagit pas. Madame la Présidente, en ce qui concerne le processus de paix mandaté
Pour l'Union africaine, nous nous félicitons des efforts de l'Angola sous la houlette du président Lourenço. Le rôle de l'Angola pour promouvoir le dialogue et la coopération régionale a été absolument précieux. Nous sommes convaincus que la voie vers une paix pérenne en RDC repose sur des solutions diplomatiques et sur le dialogue, et non pas sur des moyens militaires. Un dialogue diplomatique doit permettre de résoudre ces problèmes et il nécessite pour cela de se faire en toute bonne foi de la part de tous. Dans ce contexte, il est impératif que la RDC fasse preuve de son attachement à la paix, en agissant avec bonne foi et en accordant sa confiance au processus de Luanda. Cela serait une avancée cruciale pour garantir la crédibilité et le succès des efforts en cours. De plus, en plus de ces processus menés par l'Angola, il y a le processus de Nairobi visant à répondre aux causes profondes existant au Congo lui-même. Nous nous félicitons du rôle des forces communautaires de l'Afrique de l'Est, ce qui a permis d'aboutir à un cessez-le-feu entre parties en conflit. Et cela avait permis le retrait de M23 de 80% des territoires contrôlés l'année dernière. Je voudrais rappeler à ce Conseil que le Rwanda a des réserves concernant le soutien à la mission de la SADC. Nous soulignons que l'alliance de la SAMI-RDC, MONUSCO, avec des groupes comme les EDR, constitue une menace concrète. Vu ces dangers, il est crucial de reconnaître que l'on ne peut pas continuer à basculer de pays de région en région pour essayer de trouver une substitution, un dialogue significatif avec ses propres citoyens. Avant de conclure, Madame la Présidente, permettez-moi de réaffirmer que le Rwanda s'attache au processus de paix régionaux. Le Rwanda est convaincu que le dialogue est la seule voie à suivre, viable, pour répondre aux défis existants en RDC. Nous appelons la communauté internationale à soutenir ces efforts régionaux plutôt que d'adopter des approches fragmentaires qui ne font que compliquer notre cheminement vers la paix et qui permettent à la RDC d'échapper à ses responsabilités. Le Rwanda propose les mesures concrètes suivantes pour résoudre ce conflit et pour promouvoir la stabilité régionale. Premièrement, la RDC doit s'attacher sincèrement au processus de Nairobi et Luanda et les soutenir. Ces processus sont la meilleure voie à suivre pour répondre aux causes profondes du conflit en RDC. Deuxièmement, la RDC doit cesser son soutien au FDLR, et cela inclut le financement, la distribution d'armes et l'intégration de ce groupe dans les forces armées congolaises. Le Rwanda appelle également à soutenir le plan d'harmonisation. Troisièmement, la RDC doit mettre fin à ces violences contre les communautés Tutsi. Le fait de viser un groupe ethnique est une violation grave des droits humains et cela porte sérieusement atteinte à toute perspective d'une paix pérenne. Quatrièmement et enfin, la RDC doit organiser un retour sûr et dans la dignité des réfugiés congolais. Il ne s'agit pas uniquement d'un impératif humanitaire, il s'agit d'un jalon important pour la paix et la réconciliation entre les communautés congolaises. Je vous remercie de votre attention. De tout le monde, lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes
violés, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés, et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre 2024 en milieu d'après-midi. À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bictogo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Naïa Nabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre des résolutions de la dernière assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal, au Canada. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bictogo va conduire sous paix dans les pays en conflit, au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali. Parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Et je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Parce qu'il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire, nous avons pleuré à distance les horreurs que cette population avait vécues ici. Grâce à l'intelligence, la sagesse et la volonté de l'élite ivoirienne, je parle des forces vives, des forces politiques, ils ont su surmonter cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un véritable miracle ivoirien. Et c'est ça que nous voulons faire chez nous. Tourner la page de la guerre. Et pour nous, nous disons, il est aberrant et même incompréhensif qu'un pays africain attaque un autre pays africain. Nous voulons faire le développement ensemble pour que l'Afrique s'élève et marche. Cette Afrique de Houphouët-Boigny, de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Modibo Keïta, c'est l'Afrique qui aime l'Afrique, l'Afrique qui se concerte avec l'Afrique. C'est une ambition de l'Afrique et pour le bien de son peuple. Pour Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il lui a réservé tout récemment à Kinshasa où il a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, j'étais moi-même à Kinshasa il y a quelques jours pour participer à l'ouverture solennelle. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontières entre nos États. Nous avons une culture, une histoire en commun. Les échanges d'expériences entre nos deux assemblées doivent venir aider, accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ces tâches et de ces engagements. Ce pont qui existait, mais que nous renforçons à travers la diplomatie parlementaire, montre bel et bien que ce pont Kinshasa-Abidjan est un pont qui va profiter à l'Afrique tout entière, parce que nous voulons être la force, la locomotive de cette nouvelle Afrique. Mais nous attendons d'avoir un Congo-Kinshasa en paix quand on connaît la richesse du Congo, on connaît la richesse de ses hommes, sa population, et de ses ressources naturelles. On est tous convaincus qu'une paix, une stabilité durable au Congo, c'est toute l'Afrique qui gagne, parce que c'est le grenier de l'Afrique. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale, non seulement entre leurs deux États, mais entre tous les pays d'Afrique pour faire rayonner ces continents et les lancer vers la voie du développement main dans la main.
Notez que le mardi 1er octobre 2024, le professeur Vital Kamerhe prendra la parole lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne face à 255 députés nationaux que compte cet hémicycle pour partager l'expérience parlementaire congolaise et sa vision sur le développement de l'Afrique basée sur la mutualisation des forces pour un développement économique et une bonne coopération pour l'intérêt des peuples africains. À s'être nourri du journalisme, avoir fait la fierté du journalisme. Vous êtes donc un monument, vous êtes donc une icône, vous êtes ce personnage, cette référence. La nouvelle génération, aussi bien des journalistes que même des politiques et acteurs sociaux, devait suivre et se référer. Je félicite vivement l'Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avoir initié ce nouveau cadre légal. L'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur la liberté de la presse. Il faut dire que un ministre qui entre au gouvernement et qui n'apporte pas de réforme n'en est pas un. C'est donc, à mon humble avis, un touriste qui a été nommé pour se balader aux hautes fonctions d'État. Parce qu'il est anormal de gouverner sans réformer. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, lorsqu'on nomme un ministre, il y a une feuille de route sur les réformes à implémenter, sur les réformes à apporter dans son secteur. Vous verrez en France, les grands débats sur les réformes. Chaque ministre veut apporter une réforme dans son secteur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le garde des Sceaux l'encourageait à parachever les initiatives des réformes entamées, notamment sur la question de la dépénalisation de délits de presse. Je suis d'avis qu'il est impérieux, impératif, dans une société comme la nôtre, de pouvoir, dans une certaine mesure, dépénaliser les délits de presse, mais en même temps mettre en place des mécanismes de l'encadrement de cette dépénalisation. Que je vais soutenir lorsque le ministre de la Communication nous présentera ces nouvelles réformes. Le cadre légal, la responsabilité des journalistes. Je me sens en cet instant très honoré de prendre la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo devant cette assemblée pour d'abord vous saluer et ensuite remercier vivement le gouvernement de la République du Congo d'avoir accepté notre invitation en vue de prendre part aux présentes assises dans la métropole de Kinshasa. Je voudrais également, par la même occasion, au nom de mon pays et au mien propre, remercier particulièrement mon frère aîné, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, pour ce mot de circonstance, combien fraternel et amical qu'il vient de prononcer. Car la République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères, avec les deux capitales les plus rapprochées du monde, cela au-delà de la frontière qui les sépare. Ils sont condamnés à vivre ensemble, d'autant plus que tout au long des deux rives, ainsi que sur la frontière terrestre,
nos populations ont une histoire commune. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent ici et qui constituent un cadre approprié d'échange et de réflexion sur les questions de notre frontière commune en ce qui concerne la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. C'est ainsi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage et mérité à leurs excellences, messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour leur leadership et effort inlassable d'avoir toujours voulu privilégier le dialogue et la concertation en vue de régler tout différend qui peuvent surgir entre nos deux États. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, comme vous le savez, nos deux pays partagent une frontière commune longue de 1550 km, dont 350 de frontières terrestres et 1200 de frontières liquides sur le fleuve Congo et la rivière Ubangi. Cette frontière est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga, signé à Manyanga le 22 novembre 1885. Elle est démarquée en partie dans cette région de Manyanga selon le procès verbal des travaux de la commission d'abornement de la frontière franco-belge du 18 septembre 1954. Il sied de noter que cette démarcation reste inachevée et de rappeler que dans le but de parachever ces travaux de démarcation, la commission technique mixte entre la République démocratique du Congo et la République du Congo avait effectué du 27 mai au 5 juin 2022 les travaux de reconnaissance, couplés à la sensibilisation de la population sur 170 km de cette frontière terrestre dans la dite région allant de Ndandanga à Kingoy en République démocratique du Congo et de Tombo Manyanga à Bikumbi en République du Congo. Tronçon qui a constitué la première phase des travaux sur 20 km. L'objectif de cette session se focalise donc sur la réception du rapport de construction des bornes sur 20 km dans la région de Manyanga et la programmation de la poursuite des travaux sur 150 km en vue de respecter les délais butoirs fixés à l'an 2027 pour que les frontières interafricaines soient délimitées et démarquées. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, aussi, concernant la poursuite de l'exécution de la feuille de route arrêtée à Ngabé par la commission technique des experts et particulièrement le budget de démarcation de 150 km, mon gouvernement s'emploie à sa mise en œuvre. Distinguées personnalités, très chers experts, l'exercice de démarcation n'est pas destiné à construire des murs pour séparer les populations qui vivent le long de la frontière commune où bon nombre ont des liens de famille. Il a cependant pour finalité de montrer d'une manière permanente la limite de séparation de la souveraineté des deux États sur le terrain, de manière à permettre aux administrations des deux pays de mieux contrôler les mouvements des populations et assurer une bonne administration des territoires respectifs.
C'est de cette manière qu'il sera possible de réduire le nombre d'incidents le long de notre frontière commune et aussi de promouvoir les activités économiques et la coopération transfrontalière. En définitive, et par ce mot, je déclare ouverts les travaux de la 9e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Vive la République du Congo, vive la République démocratique du Congo, vive la commission technique mixte. Je vous remercie. De la restitution par la commission ad hoc du rapport relativement à l'harmonisation des ambitions et aspirations pour des responsabilités au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Nous devons l'exercer de manière responsable. À en croire ce rapport, l'UDPS et Mosaïque, première force politique au Parlement, se trouvent bel et bien en droit de réclamer la présidence de toutes les commissions politiques, y compris les conseils des sages, une prétention tout à fait légitime quand on sait que les membres de 2 chambres du Parlement ont tous bénéficié de la compréhension du parti au pouvoir. La Commission estime que pour cette fois-ci, il n'y a plus de concessions à faire et qu'il est temps de rectifier par rapport à ce qui a été cédé au nom de la paix et de la cohésion nationale. Vous savez, l'UDPS a fait beaucoup de concessions. Nous avons cédé la présidence de l'Assemblée. Nous avons cédé la présidence du Sénat et tant d'autres postes. La réussite de notre action en tant que député ou l'échec va se reposer sur l'UDPS. Aujourd'hui, vous suivez la chanson commune partout dans la cité. Lorsqu'il y a des couacs dans l'action du gouvernement ou dans l'action d'une institution, on dit c'est l'UDPS qui a échoué. Alors nous ne voulons pas que seulement nous soyons indexés lorsqu'il y a des couacs, alors que nous n'avons pas la même mise sur les institutions. Nous avons perdu la présidence de l'Assemblée. Il n'est pas question que nous puissions perdre le contrôle des commissions parlementaires. Voilà pourquoi, sur les 10 commissions que l'UDPS voulait prendre, après débat et délibération, l'UDPS a revu à la baisse ses ambitions et l'UDPS veut occuper 7 commissions plus le Conseil des sages. Les faire, ça serait rendre justice, ça serait reconnaître la primauté, reconnaître la force qu'incarne l'UDPS en tant que première force politique au sein de l'Assemblée avec 150 députés, du jamais vu et du jamais fait. Donc nous ne pouvons pas être à 150 et que nous puissions diriger quelques 3 ou 4 commissions, ça ne sera pas possible. Donc UDPS et Mosaïque, nous voulons diriger normalement toutes les 10 commissions, mais par modestie, nous allons laisser une commission à l'opposition et 2 commissions à quelques partenaires politiques. Surtout la commission ECOFIN, c'est une commission qui doit gérer l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS ne gère pas l'Assemblée. Et la gestion des fonds de l'Assemblée nationale, c'est l'apanage du président. C'est lui qui a la signature. Et parce que le président n'est pas de l'UDPS, il faut que l'UDPS puisse diriger la commission ECOFIN. N'ayant pas la signature pour décaisser, il faut que nous ayons la signature pour contrôler. Et là-dessus, nous ne transigeons pas. C'est à prendre ou à laisser. L'UDPS ne transige pas. L'UDPS n'a pas la présidence de l'Assemblée. L'UDPS ne va pas céder le contrôle des finances de l'Assemblée. Notez qu'en dehors de la commission ECOFIN, l'UDPS et Mosaïque voudraient avoir aussi la même mise sur les commissions PAJ, socioculturelles, défense et sécurité, environnement et tourisme, aménagement du territoire et suivi et évaluation. Ainsi, par vote à main levée, sous la présidence de l'honorable Augustin Kabouya, la plénière a confié à la commission du 18 septembre la responsabilité de rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale, avec lequel elle devra fixer ce partage. C'est cette délégation qui va nous représenter auprès du bureau. Annoncé pour le mercredi 25 septembre à travers un communiqué de la présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès social, signé par l'honorable Augustin Kabouya bien sûr, en sa qualité du président AI, cette réunion a été reportée à travers un autre communiqué au jeudi 26 septembre
compte tenu de l'intervention qui était très attendue dans la même soirée du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York. C'est sur une note de satisfaction, juste après l'appel nominal de membres des différents groupes parlementaires de cette famille politique, que cette réunion a pris fin dans une ambiance conviviale. Révision constitutionnelle et zéro kwa mabete ba dénaturer makambo wana te ngamo ko nazalaki informateur nayebi balakine oyo eza na kati ya constitution pour la formation kaka ya gouvernement soki totali même ndenge mapolomi ezosalema na mboka na biso lelo okomona mutu baelire ye na bato ebele mais oyoki na suka ke abimaki te po parti na ye ekokisaki te biloko nyonso wana basalaki yango na bapaya. Mandat ya président de la République ezalaka ya 5 ans bozo voter président abimi yenge azwi mandat ya mboka mobimba po anommer premier ministre il faut akende konome nano informateur yango akozwa 100 ans mibale po asala mosala na ye. Soki azali musala apesi rapport président soki atangi rapport anommé premier ministre pour abanda musala il faut parlement basala nino babengaka investiture ya gouvernement. Or botala gymnastique eza place wana soki bavote badepute eza na étape ya contentieux électoral oyo bato bakendeke na cour constitutionnelle po basala barevendication na bango nyonso wana eza kobloke po premier ministre abanda musala eza te sur 5 ans ya président de la république bakokonsome 6 mois mobimba ezokende na ofele sikoyo soki 6 mois wana ekei manda oyo bayebisaka bino ke ezalaka 5 ans ezalaka 5 ans te ezalaka 4 ans puisque la 5e année c'est une année électorale oyo bato nyonso bazalaka kaka komata kokita mopepe eza komema bango na gauche komema bango na droite. Est-ce constitution ya bongo biso tokondima kaka ke ezala bongo? Comme partout ailleurs, c'est sur un vœu de soutien à la vision du chef de l'État que cette descente des réarmements moral dans la fédération de Moamba s'est clôturée dans une ambiance conviviale. C'est au tour d'un dîner partagé avec les miniers chinois opérant dans le Haut-Katanga que le gouverneur de province a fait la restitution de son récent séjour de travail en Chine où il a pris une part active dans la suite du président de la République au forum RDC-Chine sous les opportunités d'investissement. Jacques Aboula Kato est revenu sur les projets de son gouvernement et les potentialités qu'offre le Haut-Katanga dans les secteurs des infrastructures, des mines, des sports et du tourisme, avec un accent particulier sur l'agriculture. Le gouverneur a rappelé les énormes potentialités des 3 autres territoires aux minéraux inexploités jusqu'à présent, notamment Poeto, Kasenga et Mitwaba. Ces contrées font face à un déficit en énergie électrique et en infrastructures routières, d'où l'urgence d'y investir pour lancer leur développement. Et les 3 autres territoires qui ne sont pas exploités ont besoin de barrages hydroélectriques. Et les potentialités sont là. Le premier besoin, c'est d'avoir des investisseurs qui viennent investir dans l'énergie électrique. L'autorité provinciale a par la même occasion signifié qu'un cadre de concertation va être créé pour garder un contact permanent entre les opérateurs économiques et le gouvernement provincial. Un appel du gouverneur salué avec satisfaction par ses partenaires. Personnellement, après avoir écouté tous ces projets, je suis très encouragé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur.
Invité à ces dîners, le boxeur congolais Martin Bakole a été présenté à l'assistance. Le chef de l'exécutif provincial a appelé ses partenaires à souscrire pour accompagner ses fils maison à préparer son grand combat avec un boxeur chinois, combat prévu au mois de décembre. À face des notables de Mabanga, Samia Dubangu a invité la population de l'Ituri à s'opposer à toutes sortes d'invasions étrangères avec la manipulation du terroriste du M23 AFC de Corneille Nangaa et a rappelé aux différents leaders de groupes armés leur engagement signé avec le gouvernement congolais pour la cessation des hostilités. N'ouvrez pas la porte de l'Ituri pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Dénoncez tous ceux qui oseront céder aux manipulations du M23, Rwanda et de Corneille. Les M ne sont pas les Rwandais. Ces pays n'appartiennent pas aux Rwandais ou aux Ougandais. Nous sommes des Congolais. Les politiciens qui se disent vos protecteurs sont dans les grandes villes et vous laissent souffrir sous la pluie ici à Mabanga. Des jours avant, le vice-ministre de la Défense était à Guéti, bastion du groupe armé FRPI, où il avait lancé les mêmes messages de mobilisation et de pacification avant de prendre la destination d'Aru, frontalier avec l'Ouganda et le Sud-Soudan. Le passage de Samia Dubangu dans les territoires d'Irumu, Djougumagi et Aru est couronné de succès car les populations et les groupes armés de l'Ituri ont tous dit non aux terroristes du M23 AFC de Corneille Nangaa et réaffirment leur engagement pour la paix. L'UNICEF dote les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que celles de l'Ituri de 80 tonnes d'équipements et médicaments pour la prise en charge de la maladie Mpox. Une réaction face aux statistiques alarmantes, surtout en ce qui concerne les enfants. Affirmation de Mariam Salah, représentante adjointe UNICEF RDC. C'est un don de 80 tonnes qui contient des médicaments pour la prise en charge de la Mpox. Comme vous savez, la Mpox affecte beaucoup les enfants en République démocratique du Congo. Près de 60% des cas concernent des enfants de moins de 15 ans et 80% des décès aussi concernent les enfants. Donc pour l'UNICEF, c'est une préoccupation majeure. On s'est mobilisé pour apporter de l'appui au gouvernement congolais, surtout dans les zones prioritaires, notamment ici au Nord Kivu. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romiad Ekoukali-Popo, a dit sa gratitude à la réception symbolique de la donation ce 30 septembre 2024, une donation qui a été directement orientée à la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Vous savez très bien qu'au niveau financier et économique, la province est sous la guerre et puis nous ne savons pas trop comment nous y prendre. Alors quand nous avons des lettres comme ça, des partenaires, vraiment ça allège un peu notre tâche. Merci encore davantage. Je souhaiterais que ce partenariat et cet accompagnement puissent encore se développer davantage. La directrice globale UNICEF New York, en charge du plaidoyer, a fait personnellement les déplacements de Goma pour cette fin. Vous avez tiré la bonne conclusion. C'est une finale et ça va jouer sur terrain et les garçons sont prêts à en découdre avec la sélection sœur camerounaise. On fera avec les armes disponibles. C'est pas nouveau, hein. Depuis qu'on est là, vous savez comment on évolue. Donc là, il y a encore quelques blessés. On va se battre pour les récupérer, mais nous sommes déterminés. On ira avec les 8 ou 9 qui seront disponibles. On va se battre jusqu'au bout, comme ça. Je pense qu'on aura en face un adversaire très sérieux, qui, pour moi, est la meilleure équipe de la phase de groupe. Avec 7 buts marqués en 2 matchs, vous savez, c'est pas facile d'avoir ça en équipe des jeunes, mais ils l'ont fait. C'est aussi le reflet du type de préparation qu'ils ont eu. Ils ont eu plusieurs matchs amicaux et durant lesquels ils ont marqué plus de 30 buts. C'est pas rien, hein. Donc c'est le reflet de leur prépa. Maintenant, la phase de groupe, elle est totalement différente de ce qui va se passer demain. Donc nous, on est prêts à tout. On a déjà connu la défaite dans cette compétition.
Donc, on sait comment l'éviter. Et eux, ils n'ont pas encore connu de défaite. Je pense que la pression, elle est dans leur camp. Pour revenir sur ça, on aurait bien voulu avoir tous nos joueurs, notamment les binationaux aussi, mais malheureusement, le report a fait que ils savent pas venir parce que les clubs ne savent pas libérer les joueurs à des moments comme celui-ci. Donc voilà, nous, on est content de faire progresser les garçons et de les voir demain ou après-demain intégrer l'équipe première. Donc c'est ça notre objectif. Donc voir les deux là progresser, ça nous fait plaisir et c'est aussi un motif d'encouragement pour ceux qui sont encore en équipe des jeunes. Donc lorsqu'ils voient leurs amis aujourd'hui être appelés en équipe première, ça les motive davantage et ils se battent pour présenter des belles choses. La cérémonie de remise et reprise entre le secrétaire sortant Donald Moulongoy et son adjoint Papi Moukadi a eu lieu ce lundi 30 septembre 2024 à Lubumbashi. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée sous la supervision des maîtres Élisée Kayembe, avocat conseil du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Lors de sa prise de parole, maître Élisée a d'abord et avant tout félicité le boss Jacques Kaboula Katoué pour son leadership avéré en faveur de Lupopo, avant de remercier M. Donald Moulongoy pour son dévouement. Au nom du président du comité sportif du club FC Saint-Éloi Lupopo, j'ai cité M. Jacques Kaboula Katoué. Je voudrais ici remettre la parole au secrétaire sportif sortant pour cette cérémonie. Mais avant cela, je voudrais remercier le président Jacques Kaboula pour son leadership inégalé en faveur du club FC Saint-Éloi Lupopo. Je voudrais saisir également de cette occasion pour remercier les secrétaires sportifs sortants pour tous les services rendus au club. Et aux secrétaires sportifs entrants, je voudrais tout simplement rappeler l'essence de la gestion des bons pères de famille, pratiquement de missions qui vous seront confiées d'ici quelques minutes. Plusieurs temps forts ont caractérisé cette activité. Il était question pour Donald Moulongoy de briefer son successeur sur les différents dossiers de l'équipe qu'il a géré pendant plusieurs années comme secrétaire sportif, ainsi que d'autres litiges laissés sur la table. Je vous remets le sceau officiel du club. C'est l'unique sceau qui existe. Dans la rubrique des litiges, je signale ici au club que Lupopo fait face à deux litiges majeurs. Le premier litige, c'est les conflits qui nous opposent au TP Mazembe, au sujet du joueur Dieu-Béni Ndongala Makonzo. Encore une fois, devant caméra, c'est le seul dossier, et je l'ai dit au président lorsque nous avions échangé, avant que je ne prenne cette décision de lui déposer ma démission, que c'est le seul dossier que je n'accepterai pas que mon comité abandonne. Mon honneur et ma réputation en dépendent. Et je veux aller avec ce dossier jusqu'au bout. Il y a 3 semaines, et les gens pensaient que c'était facile, il y a 3 semaines, nous avons été convoqués dans la commission de discipline, nous avons été confrontés. Mazembe était là, Lupopo était là, Trinité était là, les Aigles étaient là, et ça va faire 3 semaines que la décision tarde à venir. Ça signifie en d'autres termes que le dossier n'est pas facile que les gens le pensent. Monsieur le secrétaire adjoint, je vous accompagnerai dans ces dossiers. Je suis prêt à vous accompagner. Si jamais on n'a pas raison au niveau local, nous abandonnerons ce dossier que si la FIFA nous dit que nous sommes fautifs. Je vous remets le dossier complet. Le dossier complet dans lequel se trouve la note synthèse du dossier. Et cette note, il faut la garder jalousement. Et j'en profite pour vous dire que j'ai retrouvé également une convention qui a toujours été gardée secrète. Cette convention qui lie Mazembe à Trinité. Et c'est cette convention qui confirme que les deux clubs sont dans le transfert relais, ce qui est interdit et condamné et punissable. Donc, la convention ici, c'est notre preuve que les deux équipes ont signé un transfert relais au sujet du joueur Dieu-Béni Ndongala. Le deuxième dossier nous oppose
au club Real de Kinshasa au sujet du joueur Boka Isaka. Boka Isaka qui était sous transfert chez nous et que Lupopo a transféré légalement et régulièrement à Young Africa en Tanzanie. Dieu merci, la FIFA a autorisé l'enregistrement du joueur et le joueur a même déjà commencé à prester. Le club Real de Kinshasa a porté plainte contre Lupopo et quand vous fouillez les documents qu'ils ont déposés, ils ont déposé une convention falsifiée. Encore une fois, pour ce dossier, n'hésitez pas de faire appel à moi parce que je suis Lupopo, c'est mon équipe, je ne l'abandonnerai pas et je ne peux pas accepter que quelqu'un, à cause de ma démission, vienne torpiller les intérêts de mon équipe. Je suis là et je vais faire la garde rapprochée de l'équipe. Les ans passent, mais les institutions restent, dit-on. Le secrétaire sortant, Dona Moulongoy, un cheminot sans pur, a promis de continuer à apporter tout son soutien à l'institution qu'il veut toujours voir, forte et inébranlable. C'est dans la convivialité que ces assises se sont clôturées.